Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 56e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur tout-terrain qui vient nous partager son histoire et son parcours pour en tirer des enseignements et pourquoi pas modéliser son succès. J'ai avec moi Mehdi, fondateur de Business Reality. Assalamu alaikum Mehdi. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Alhamdulillah, wa ant. Alhamdulillah, tu passes une belle journée, une belle semaine? Impeccable. Impeccable. Il fait un petit peu chaud, mais ça va. Ah, Dubaï, c'est pas vraiment ici qu'il faut venir pour se rafraîchir. Bienvenue aux Émirats. Quoique, il y a la piste de ski, elle est pas loin. Ah, exact. C'est un pays assez incroyable où on peut tout faire, où on peut être justement tout terrain. Et si j'ai eu envie de t'inviter, c'est précisément pour cette raison. Tu es pour moi un entrepreneur tout terrain et il me fallait à un moment donné un épisode là-dessus. Et je me suis dit, Mehdi, c'est la personne idéale pour ça. Ah bah, bismillah. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi. Tu te présentes, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Mehdi, 34 ans. C'est un entrepreneur depuis mes 25 ans. Alors, moi, je suis issu des business physiques. Donc, tout ce qui est business en dur, classiquement. Société de transport, garage, etc. Plutôt axé domaine automobile. Et ensuite, je suis allé dans les business digitaux. Donc, j'ai dû digitaliser des choses. Donc, la production de logiciels. Ensuite, ubérisation du domaine automobile. Spécialisation dans le domaine du vitrage automobile en particulier. Ouais. Tu vois. Après, j'ai d'autres activités comme centre de formation, cabinet de conseil, du e-commerce. Bon, tu l'as compris. Le CV ne s'arrête pas, quoi. Voilà, moi, j'aime bien développer des choses. Donc, je suis plutôt développeur de boîtes. Voilà. Moi, je me vois plutôt comme un aventurier, un explorateur dans l'entrepreneuriat. Bah, magnifique, tu es en train d'amorcer sur la prochaine question. J'allais justement te demander, c'est quoi le secret pour devenir un entrepreneur tout-terrain? Mais avant, si tu veux bien nous le définir, c'est quoi pour toi un vrai entrepreneur tout-terrain? Parce que je pense que tu as ta propre définition. Ouais, c'est vrai. Alors, un entrepreneur tout-terrain, je pense qu'il ne le choisit pas déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu choisis. Tu te dis, ben, tiens, je vais être entrepreneur tout-terrain. Tu vois, c'est un truc qui tombe dessus. Tu vois. C'est un peu comme Astérix qui est tombé dans la marmite. Et en fait, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé régler des problèmes. Ah. Ouais, j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Tu sais, quand j'étais à Trappes, j'avais un jardin, tu sais, on l'appelait la casse. Et je cherchais des vélos dans le quartier. Vraiment, j'étais petit, j'avais peut-être 5-6 ans. J'avais chopé des petits vélos dans le quartier qui étaient cassés. Je les ramenais jusqu'à chez moi. Ouais. Tu sais, et après, j'essayais de les réparer. Des fois, j'arrivais, des fois, j'arrivais pas. Je te faisais un vélo avec une grosse roue devant et une petite roue derrière. Ouais. Je vois le genre, ouais. Et moi, j'ai toujours aimé démonter, etc. Et donc, ce que j'ai dans l'entrepreneuriat, cette qualité de pouvoir justement trouver des solutions aux problèmes, surtout quand tu fais plusieurs business, parce qu'un serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui développe des boîtes. Tu ne peux pas être serial entrepreneur et gestionnaire de boîte. Okay. Tu vois, quelqu'un qui gère une boîte, c'est compliqué pour lui de développer. C'est pour ça que généralement, il y a un gestionnaire et un développeur. Un président, tu vois, qui est là, le président, il développe la boîte, et un directeur général qui s'occupe plutôt de la gérer. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était vraiment développer, prendre des risques, aller dans des nouveaux territoires, tester des choses que tout le monde me disait, c'est impossible. Le mot magique, si vous voulez le déclencher, dites à Mehdi que c'est impossible. Voilà. Donc, en réalité, c'est pas moi qui l'ai vraiment choisi. Je pense pas qu'on le choisisse. C'est plutôt la vie qui te ramène vers ce vers quoi tu as envie d'aller, au fait. Moi, j'avais envie d'aller vers ce que j'aime. Et je savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais ce que j'aimais. Ok. Tu vois. Donc certains, c'est dans son ADN, en fait, d'avoir la possibilité comme ça d'être tout terrain. Moi, mais si on n'est pas né comme ça, avec cette fibre et cette volonté de résoudre des problèmes, comment est-ce qu'on peut le devenir? Faut aller avec des personnes qui le sont. Ah, ok, pas mal ça. Faut aller avec des personnes. Viens avec moi, tu verras. On va te débloquer chouïa. D'accord. Voilà, on va te débloquer et tu vas commencer à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. On va dire, ah, tu as changé. Et c'est quoi le premier travail justement que tu ferais là avec quelqu'un qui a envie de devenir tout terrain? C'est l'état d'esprit, ouais. Tout part de l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, il conditionne nos actions. Et nos actions, c'est ce qui ramène le résultat. Donc, si on n'a pas le bon état d'esprit, forcément, on va faire des choses qui ne vont pas avec le résultat. Et ben, à la fin, tu n'as pas de résultat, tout simplement. Donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que la personne, déjà, elle a beaucoup de pensées limitantes. C'est la majorité des gens viennent avec plein de virus dans la tête. Ouais, des virus, je peux pas, j'ai 1 million de trucs, tu vois. Ouais. Et donc, il faut d'abord se délester de tout ce poids, tu vois, pour pouvoir ensuite commencer à voler. Subhanallah, l'image, elle est belle et elle est très parlante. Ouais, non, c'est exactement ça. Et ben, moi, j'ai enlevé tous les poids. Et c'est pas moi qui ai décidé. C'est Allah Azza wa Jal qui m'a ramené, subhanallah, vers des chemins, parce que moi, j'avais juste des objectifs dans ma vie. Moi, dis-toi, j'étais un gars
qui à 19 ans s'est retrouvée seule. Ma mère Rahma était décédée dans un quartier difficile, sans diplôme, sans argent, tu vois. Et j'avais des grands rêves, vraiment, comme dans les films américains, tu vois. Et à 25 ans, j'ai fait des petits boulots, je bossais un peu dans la clim, je voulais partir de France. J'ai mis la nia, moi je voulais partir de France, pour moi, ma famille, etc. Mais je ne savais pas comment. Personne ne m'a montré le chemin. Et nos exemples, c'était quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et donc, moi, vraiment, ce que j'ai fait, en termes de réussite ou autre, c'est ce que Allah Azzawajal, il m'a ramené dedans. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, je pense que la première chose qu'on doit regarder, c'est son intention. Pourquoi on fait les choses? Et si l'intention, elle est bonne, et que tu es un bosseur, voilà, parce qu'après, il faut bosser. Moi, j'ai taffé très dur. Bien sûr. Moi, quand je rentre dans quelque chose, je rentre pas à moitié. Je peux te dire, et il y en a, ils se sont cassés les dents. Moi, par exemple, tu vas vouloir venir avec moi en disant, je vais faire la même chose, tu vas pas tenir. Tu peux bosser du matin de 8h du mat jusqu'à 2h du matin sans manger. Non, personnellement, je peux pas. Non, mais c'est vrai, ça va être difficile. Et je dis pas le contraire. Moi, j'ai bossé avec des gens, à 14h, ils me disent, c'est quand qu'on va manger? Tu sais, je le regarde, je fais, tiens, ça mange ça. Je lui dis, manger quoi? Je sais pas, tout le monde mange. Je fais, mais non, on mange pas. Ah ok, mais toi, tu manges à quelle heure? Je fais, je sais pas. J'y ai même pas pensé d'ailleurs. Moi, mes journées, je peux enchaîner une journée non-stop. Juste, tu fais salade et tout, mais c'est des journées de 12, 13, 15 heures. Alors, explique-nous un petit peu comment on développe ce mindset-là de manger, ça passe après. Barakallahu Nous, on a faim de business. Raconte-nous un peu. Barakallahu fiki, très très bonne question. Et j'y ai réfléchi longuement. Vraiment, tu sais, il y a un cheikh qui s'appelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, je ne sais pas si tu connais. Et on lui a posé une question. Et quand on lui a posé une question, il a dit, j'ai trop aimé sa réponse, il a dit, il a écrit un livre, en fait. Tu sais, quelqu'un est venu, il lui a posé une question, il a écrit un bouquin. C'est le summum, on va dire, de la bonté envers le questionné. Eh bien, j'ai bien réfléchi à cette question-là. Et en réalité, je me suis rendu compte que c'est un mélange de plusieurs choses. Subhanallah, c'est un mélange de vécu. Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? C'est un mélange de ta spiritualité, ton iman, ta foi, comment elle est. Tu vois? C'est un mélange de connaissances, ton ilm. Bien sûr. C'est un mélange de ton environnement. Et bien, toutes ces choses-là réunies te ramènent à un certain état d'esprit. Moi, je suis dans un état d'esprit où, techniquement parlant, l'échec n'est même pas envisageable. Déjà, ce mot-là, je ne l'utilise jamais. C'est un mot, je ne l'utilise pas, je le dis là pour que les gens comprennent, mais ce mot échec n'existe pas. C'est juste, tu n'as pas encore réussi. Il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Moi, je suis dans un état d'esprit, je vais jusqu'au bout. J'ai vu ma mère Rahma aller jusqu'au bout. Et elle est allée jusqu'au bout. Et moi, je ne me considère pas aussi fort que nos anciens. Bien sûr. Ouais. Eux, ils étaient forts. Eux, ils ont fait beaucoup de choses. Moi, je me considère plutôt dans le middle. Voilà. De temps en temps, des fois, je suis un peu en mode Sheba al-Khobz. Et voilà. Et des fois, tu vois, je bouge un peu. Mais eux, c'est nos inspirations, tu vois. Ensuite, tu as l'histoire des Sahaba, tu as l'histoire du prophète Salem, tu as l'histoire des musulmans. Ensuite, tu as ton niveau de science qui va te permettre de comprendre certaines choses qui t'arrivent. Que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est un bien. Tu n'as rien à perdre, ton risque, il est déjà écrit. Dis-moi, tu vas te fatiguer en quoi? Wallah, c'est que tu sais, subhanallah, comme le prophète Salem l'a dit, si on avait le tawakkul comme il se devait, on serait comme les oiseaux. On partirait le matin le ventre vide et on rentrerait le soir le ventre plein. Et est-ce qu'ils ont fait un bac plus 50, les oiseaux? Est-ce que si, est-ce que ça? Les animaux, et si tu me permets, j'ai une petite anecdote dessus. Si ça ne prend pas trop de temps, tu connais, on est des personnes qui parlent beaucoup. Il y a un homme, un jour, il était dans une ville et il a décidé d'émigrer pour aller chercher son risque. Au milieu du chemin, il est arrivé dans une contrée, il s'est reposé au pied d'un arbre. Et là, il voit un serpent aveugle. Et tu vois, il est en train de réfléchir, tu vois, regarde les gens à l'époque. Il réfléchit, il voit ce serpent aveugle, il se dit, mais comment ce serpent-là, il va faire pour vivre? Il est aveugle, ça y est, sa vie, elle est finie, il est mort en fait. Un serpent, et en plus, il est aveugle, le truc. Et là, il n'a rien compris. Un oiseau vient de nulle part. Il va directement sur la bouche du serpent et il lui donne à manger. Et là, quand il a vu ça, l'homme, parmi les athar, quand il a vu ça, l'homme, il a dit, subhanallah, Allah Azzawajal, il n'a pas oublié ce serpent-là. Il lui a ramené un oiseau. Et moi qui adore Allah Azzawajal, il va m'oublier. Il est reparti dans sa ville pour vivre et travailler dedans, etc. Tu vois? Donc, la morale, elle est où? C'est de se dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des causes. Mais notre confiance, on la place en Allah. Est-ce que le résultat, c'est moi qui en dépend? C'est pas moi. Moi, j'ai fait des business, alhamdoulilah, on a gagné des millions. Tu vois?
pourtant, je suis un mec, tu vois, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait des trucs exceptionnels. Je me considère pas exceptionnel. Et on a fait des choses exceptionnelles. Moi, c'est quand des gens viennent me parler. Moi, pour moi, ça me paraît normal. Ils me disent, ah, mais t'as fait ça, ça, ça. Et ça, je leur dis, c'est rien, ça. Je leur dis, pour toi, c'est beaucoup. Mais moi, moi, au fait, je me compare pas en bas. Ouais, tout dépend du référentiel qu'on prend finalement. Bah oui. Et tu as dit quelque chose d'hyper intéressant là, il y a quelques instants. Tu disais que nos anciens, on n'a pas la rudesse de nos anciens, on n'a pas leur force de caractère. Et justement, ça me fait penser à une phrase qu'on peut souvent lire. Bon, je la reformule un petit peu à ma sauce, vous m'excuserez. Mais elle dit en gros, les sociétés rudes, elles forgeaient des gens forts. Et les sociétés faciles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, elles forment des gens faibles. Et aujourd'hui, est-ce que c'est finalement pas ça le problème des entrepreneurs qui ont du mal à devenir tout-terrain parce que justement, cette société est un petit peu trop facile? C'est vrai que ce que j'appelle moi la culture de la médiocrité, voilà, j'appelle ça plutôt ça. Et surtout, on est en France. En France, il faut savoir qu'on met beaucoup en avant les perdants. C'est pas pour rien. Tu sais, en France, quand tu gagnes quelque chose, tu n'as pas le droit de montrer ta joie. Tu n'as pas le droit de t'extaser d'avoir gagné. Ouais, j'ai gagné. Tu sais, il y a le perdant, il est là. Non, mais ça se fait pas, quoi. Et tout le monde va se quitter le perdant. Limite. Et toi, tu es le gagnant, tu es tout seul comme ça. C'est vrai ou pas? Ouais. En France, genre, ça se fait pas. En France, ça se fait pas de rouler en Ferrari alors que les gens meurent de faim. Et on met ça sur le compte de l'humilité en plus. Imagine-toi. Genre, tu roules en Ferrari, il y a une dame à venir. Vous n'avez pas honte de rouler en Ferrari? Il y a des gens, ils meurent de faim. D'où le lien? Tu vois, c'est lié à l'histoire de la France et lié à son passé aussi idéologique. Aux États-Unis, on n'a pas cette mentalité-là. C'est pas pour rien que les États-Unis sont les numéros 1. Niveau business, tu sais, quand tu vas dans le monde ou à Dubaï, d'ailleurs, à Dubaï, il ne faut pas trop leur dire que tu viens de France, sinon ils vont rigoler. Moi, ici, je leur dis, moi, je suis algérien. Ouais, moi, je suis algérien. Toujours, moi, je suis algérien. Ils me disent, ouais, tu parles français? Oui, parce que je suis né en France, techniquement parlant. Mais moi, je suis algérien. Ah, ok, d'accord, ça marche. Si tu parles de business avec des gens qui sont dans le business, tu leur dis, je suis français, ils rigolent. Ah, tu fais, ah, ça, c'est du business? Aïe. Ah, ok, d'accord. Tu sais, ils ne prennent pas au sérieux, au fait. Ils vont dire, ok, votre bouffe, elle est bien, il n'y a pas de problème. Vous avez des beaux paysages. La tour Eiffel, le fromage. Voilà. Mais reste à ta place au niveau business. Et tu vois, cette mentalité-là qu'on a acquise, justement, à l'école, c'est à l'école. Et avant ça, nos parents, quand ils sont venus, ça, faut vraiment, si on doit suivre tout le cheminement, ça prendrait du temps. Mais si on remonte à la genèse, tu vois, quand nos parents, ils sont venus, il faut les comprendre. Nos parents, ils sont venus du bled, ils ne connaissaient rien. Et quand ils sont venus, ils ont vu les cols blancs leur donner des ordres dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes de ménage, etc. Donc, ils se sont dit quoi? Comment ils ont fait, eux, pour me donner un ordre? Ils ont fait des études. Parce qu'avant, les études, il y avait un sens. Tu vois, quand tu passais un bac C, c'était un vrai bac. Tu vois, ce n'est pas les bacs aujourd'hui. Et donc, ils ont dit à leurs enfants, faites des études comme ça, vous aurez une meilleure situation que nous. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un retournement de situation. Tu vois? Et aujourd'hui, on se rend bien compte que même si tu as un bac plus 5, tu te retrouves au chômage comme monsieur tout le monde. Et tu te retrouves sur un marché du travail qui est complètement saturé et surdiplômé, tu vois, qui plus est. Et tu as des mecs comme moi qui viennent, qui ont leur choix et qui disent, bon, alors, bah là, je vais prendre un bac plus 8. Incroyable. Donc c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Moi, dès que je chercherai des profils intéressants, je pourrais les prendre pas cher. Et c'est ce qui se passe. Donc soit maintenant les gens, ils arrivent à comprendre que le monde de nos parents, il est passé, il est révolu. Il faut s'adapter dedans. Mais comme tu l'as dit, la problématique maintenant, c'est le mindset. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile de lancer une boîte. Pour lancer une boîte, il y a 20 ans, il fallait y aller. Il fallait aller prendre les infos déjà. Ça forgeait déjà le mindset. Non, mais déjà, juste comment faire une boîte. Tu sais, Zama, à l'époque, l'expert comptable, c'était quelqu'un, il pesait, tu vois. Il avait de l'info, il la gardait que pour lui. C'était au compte-gouttes. Aujourd'hui, tu vois, sur Internet, tout est facile. Et donc, forcément, quand tout est facile, tu vois, eh ben, on gaspille. Et on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a qui se lancent dedans, mais qui n'ont pas cette niaque. Dès qu'il y a des petits problèmes, ils font marche arrière. Parce que ce n'est pas des gens du terrain, tout simplement. Ils n'ont pas vécu la guerre. Et comme je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est la guerre. Et si tu n'aimes pas, reste salarié. C'est mieux. Au moins, tu es au chaud. On est d'accord. Tu nous as parlé aussi d'un autre point sensible. Est-ce que tu aimes qu'on parle d'argent? Quel problème avec l'argent? Ça, on est d'accord, on casse les codes. Ça, c'est encore en France. Moi, ça fait des années que je suis parti de France. On est bien d'accord. J'ai aucun souci avec ça. On s'adresse à des Français, tu sais, on les a conditionnés. C'est pas grave, ils vont s'adapter vite. Ils vont s'adapter. Allez, on les met dans le bain. Donc, tu as parlé ici de générer des boîtes qui font plusieurs millions. Moi, ma théorie, c'est que pour arriver à faire encore plus d'argent, eh bien, il faut être, selon moi, le secret, c'est d'être très à l'aise avec l'argent et de ne pas être émotionnel à l'idée d'en gagner beaucoup. Plus on est émotionnel quand on en gagne, plus on va être enclin à mal le dépenser, mal le gérer. Là où si on arrive à être serein, qu'on en gagne plus ou moins,
eh bien, bizarrement, on en a une meilleure gestion. T'en penses quoi de ça en tant qu'entrepreneur tout-terrain qui a une belle expérience? C'est une très bonne question, Kamasha. Tu les as bien sélectionnées, hein. Et ouais, c'est des vraies questions, Tabarak Rahman. C'est vrai que ce rapport émotionnel et même culturel, tu vois, et même historique, parce que nous, tu connais dans la communauté chez nous, les Arabes, Maghrébins, Africains, etc., on a un rapport à l'argent qui est très, voilà, comme tu l'as dit, est très. Et tu sais, l'argent, il n'est pas dans notre main, il est plutôt dans le cœur. Et ça, c'est un problème, tu vois. On ne prend pas l'argent pour les bonnes raisons. Ce n'est pas un moyen. Tu vois, moi, je fais du business, ça fait des années. Et tu vois, j'ai eu beaucoup de problèmes en faisant du business avec des gens de la communauté qui ont ces problèmes d'argent, qui ne savent pas business, ce que je dis moi, businesser. Tu vois. Et je pense que le seul remède, vraiment, en voyant ça, le seul remède, c'est que la personne elle investisse en elle-même, en fait. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Tu as un état d'esprit, tu as un niveau, un état d'esprit, tu as un niveau de connaissance, un niveau de spiritualité. Le seul moyen de changer quelque chose, c'est à un moment donné d'évoluer, en fait. Mais moi, je ne peux pas le faire pour toi. Tu sais, moi, je me suis retrouvé à faire des affaires avec des personnes, je ne citerai pas de nom, mais de la communauté. Et le niveau, quand il est là, pour faire simple, tu ne monteras jamais. Qu'est-ce qui fait qu'une société, quand tu vas gagner des millions, tu ne vas pas péter un plomb? Ouais, parce que ça, y en a, ils pètent un plomb, hein. Ouais, quand ils gagnent de l'argent. Ouais, j'ai vu, moi. Ils pètent des plombs, etc. C'est ton niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Déjà, premièrement, ta spiritualité. Déjà, ton rapport avec Allah Azza wa Jal. Ensuite, ton vécu. Moi, je suis un gars qui a jamais gagné d'argent. D'accord? Quand j'étais petit, alhamdoulilah, je manquais de rien, mais bon, en même temps, c'était pas Thanksgiving à la maison. Tu vois? Ouais, voilà. Le jour de l'Eid, on avait 6 canettes de coca et on était contents. C'était la fête déjà. Voilà. Après, j'étais au RSA et compagnie. Et tu vois, j'ai aucun problème avec tout ça. Je suis même allé passer à l'épicerie, l'épicerie solidaire, etc. Moi, j'ai même, comment il s'appelle, un assistant social qui te paye les factures, là. Il te paye, en France, il te paye tout. C'est une dinguerie. Mais pourtant, moi, je bossais, tu sais, j'essayais de m'en sortir. Mais vu que, comme j'explique, j'étais un gars qui avait un réel objectif et je voulais vraiment faire ce que j'aimais. Donc forcément, j'ai eu beaucoup de sacrifices. Et Dieu merci, ma femme m'a suivi dedans. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui est important. Ah, on n'en parle pas assez à mon goût, hein. Bah oui, c'est important parce que c'est là où ça peut créer des frictions s'il n'y a pas un alignement d'intérêts. Et puis, tout entrepreneur a besoin de soutien aussi. Et oui. on a besoin de trouver quelqu'un qui va nous appuyer et nous soutenir dans nos folies. Parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de folie. Bah surtout, si c'est la personne la plus proche de toi et ne te soutient pas, franchement, ça risque d'être problématique sur le long terme. Et ensuite, quand tu vas gagner de l'argent, eh ben, alhamdoulilah, tu sais que c'est Allah qui te l'a donné. Déjà. Tu sais que tu as travaillé dur pour l'avoir. Après, oui, moi, j'ai eu le problème au début, comme tout le monde, imposteur, etc. Tout ce truc-là. Bon, ça, on le balaye très, très vite. Tu vois, ça se balaye vite. Et ensuite, tu restes, comme qui dirait, la tête sur les épaules. Tu sais, par exemple, tu viens à Dubaï. Ici, quand ils sont à Dubaï, tu verras par toi-même, il y en a, ils pètent un plomb. Des gens de France, quand ils viennent ici. Ils commencent à partir en cacahuète, ils ont la grosse tête, ils regardent les gens de haut. Ça y est, ils se prennent pour je ne sais qui. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Tu vois, moi, je reste tranquille. Le mec qui nettoie la salle de sport, je rigole avec lui. Pourquoi maintenant que c'est bon, je suis à Dubaï, j'ai de l'argent, je sais pas quoi, je commence à regarder les gens de haut. Tu vois, et ça, c'est l'éducation aussi. Ma mère, elle m'a appris à respecter les gens, peu importe qui ils sont. Donc en réalité, l'argent, pour vraiment répondre à ta question, elle ne change pas. C'est ce que j'appelle un amplificateur. Soit tu es quelqu'un de bien et l'argent va t'amplifier vers le bien, soit de base, la personne elle est un peu pourrite. Et en fait, l'argent n'est que venu amplifier cette pourriture. Voilà. Et ça s'est montré au grand jour. Il y en a, ils le cachent quand ils n'ont pas d'argent. Mais quand l'argent vient, elle amplifie ça. Et c'est pour ça que chacun, il doit voir quand il a de l'argent, comment il se comporte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est peut-être pas plus mal pour certaines personnes que l'argent continue à les couvrir et ne montre pas ce qui peut ressortir d'elle-même si, c'est vrai, si elle a accès à cet argent. Tu sais que juste sur la route, là, j'ai écouté un dars d'un savant des Émirats. Il est là en plus, sur les Émirats savant. Il parlait exactement de ça. Il disait qu'il y a des gens, il disait, s'ils ont de l'argent, ils vont partir en cacahuète. C'est ça, Allah nous couvre de sa miséricorde en nous en privant dans certaines situations parce qu'on ne sait pas, comment on va tourner finalement. Mais on ne sait pas. Le seul moyen de savoir, c'est d'avoir. C'est d'y aller et de le faire. Ouais. Très intéressant tout ça. Qu'est-ce que tu dirais au Mehdi qui a démarré à 25? Tu as commencé à quel âge toi l'entrepreneuriat? 25. Ouais, 25. Le Mehdi qui avait 25 ans, qui démarrait tout juste, qui avait peut-être des rêves plein la tête, mais qui ne savait pas encore qu'il était un entrepreneur tout-terrain. Ou est-ce que tu le savais? Dis-nous, tu lui dirais quoi? Dans quel niveau? Alors, pour l'encourager à devenir cet entrepreneur que tu es toi aujourd'hui et surtout lui faire gagner du temps, des années, de l'argent.
Peut-être une bonne leçon, allez, on va Ouais, cibler une bonne leçon. C'est une très bonne question, machallah. C'est vrai que tu sais que la réponse, elle différerait en fonction de quand tu me la poses. Là, ouais, tu m'aurais posé un an, et dans un an, j'aurais une réponse différente. Bah, au fait, faudrait qu'il change rien, déjà, parce que comme ça, au moins, on arrive au... Mais c'est surtout au fait que le chemin, il est long, et il faut savoir s'économiser. Voilà ce que je lui dirais. Alors, dis-nous un petit peu plus, on s'économise comment pour arriver plus vite à l'objectif moi, je suis un gars qui a bossé énormément pendant des années et qui a mis de côté la famille, qui a mis de côté sa santé, qui a mis de côté ses proches, qui a mis de côté ses amis, qui a mis de côté toute sa vie, au fait. Et moi, je me suis vraiment consacré à fond dans les business. Oui, on a fait des millions, alhamdoulilah. Ils ne sont pas venus comme ça du jour au lendemain. Mais à quel prix? Tu vois? C'est ça aussi la question. La santé mentale, moi, j'en ai connu des états mentaux. Les montagnes russes. Je peux dire, moi, j'en ai connu, moi, des états émotionnels, mentaux. On n'en parle pas de tout ça aussi. C'est quoi, justement, l'état émotionnel et mental de l'entrepreneur tout-terrain, là? Quel type d'état mental il faut cultiver? Quel type d'état émotionnel il faut savoir entretenir? Alors, c'est très important que la personne, quand elle développe l'entrepreneuriat, vraiment, elle s'accroche à Allah. C'est très important. Et qu'elle reste vraiment accrochée. Parce que sinon, elle va se perdre. Moi, j'ai compris. Tu sais, une fois, je bossais comme un malade. Je suis sorti de mon bureau. Et j'ai dit à ma femme, tu sais, je sors des faces comme ça. Et je lui ai dit, j'ai compris. Comme ça. Je sors, je lui dis comme ça, j'ai compris. Et elle me regarde comme un... Qu'est-ce qu'il a compris encore cette fois-ci? Il a compris quoi? Je dis, j'ai compris. Et ouais, mais quoi? Je fais, j'ai compris. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, j'ai compris maintenant pourquoi beaucoup de gens prennent des substances pour pouvoir tenir. Dans l'entrepreneuriat, dans ces trucs-là. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Ça demande tellement d'énergie, de sacrifice. Quand tu as des problèmes toute la journée, tu as des problèmes avec tes salariés, tu as des problèmes avec les personnes avec qui tu travailles, tu as des problèmes avec ta famille, tu as des problèmes avec tes fournisseurs, tu as des problèmes avec tes clients. En fait, tu as des problèmes qui viennent de toutes parts. C'est comme des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Et toute la journée, c'est non-stop. C'est-à-dire, toi, ton ascenseur émotionnel, il fait le Burj Khalifa toute la journée. Très belle image. Ah ouais, c'est le Burj Khalifa. Ta cortisol, t'en as plus. Tes glandes surrénales, elles ont tellement travaillé que tu n'arrives même plus, entre guillemets. Alors, moi, le stress, je ressentais zéro stress. Moi, par exemple, alhamdoulilah, tabaraka rahman, j'ai atteint une résistance au stress énorme. Il peut se passer ce que tu veux devant moi. Tu vas prendre ma tension. Je vais être normal. Ça ne me fait rien du tout. Mais pourquoi? Parce que pendant des années, j'ai été extrêmement stressé. Mais je l'ai beaucoup intériorisé. Ça a créé d'autres problématiques. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets, je pense pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont être dans ces trucs-là parce qu'il faudrait que tu rentres dans un mode, ce que j'appelle moi une capsule de travail. Moi, j'étais dans une capsule de travail. C'est-à-dire, moi, j'étais bloqué dans mon bureau et je bossais tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Voilà. Pas de vacances, pas de ci, pas de ça, pas de ça. Voilà, tout était de côté. C'était de la malbouffe. Il n'y a que du travail, quasiment, que du travail. Et ce n'était pas quelque chose que je referais. Et ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Mais c'était quelque chose de nécessaire. Ouais, mais t'en viens justement au point où je voulais t'emmener. Mais je l'avais dit ça. Ouais. Ceux qui nous écoutent là, justement, qu'est-ce que tu leur conseillerais? En fait, je leur conseillerais déjà de savoir exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Il y en a parfois, ils veulent des choses, mais c'est des pansements. C'est pas ça réellement qu'ils veulent. On est d'accord. C'est juste un pansement. Et par exemple, là, je sais pas, la personne elle vient de divorcer, un peu morose, etc. Il lui faut une petite aventure de business. Un petit peu d'adrénaline, d'excitation. Voilà. Mais en réalité, dès qu'elle va retrouver l'amour fou, ça sera fini, tu vois. Ça sera fini. Le business, il sera de côté. Ça, ils vont plus calculer le business. Donc, la personne doit savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut. Et comment on fait la part des choses, justement, entre un vrai objectif, tu vois, quelque chose que tu veux vraiment, et quelque chose qui est de l'ordre du pansement, tu vois. Parce qu'on est très fort, moi, comme je dis. On va voir Ikram. Ouais, ça, c'est une solution, il faut vraiment l'envisager. Bon sang. Mais ça pour te dire que l'être humain, il est très fort pour se mentir, tu vois, se raconter des histoires. Ouais. Il se berce d'illusions lui-même. Comment est-ce qu'il peut arriver à discerner, tu vois? Est-ce qu'il est dans le juste, là, ou est-ce qu'il est en train de se coller un pansement pour fuir quelque chose, pour éviter quelque chose? C'est encore une question profonde, machallah, c'est bien. Et je reviens toujours, la personne, elle doit se dire, c'est quoi ma priorité dans la vie? Tout simplement, quelles sont mes priorités? Et mettre, en fait, les priorités. Est-ce que la priorité, c'est d'être musulman? Si oui, ok, bon, en tant que musulman, tu as des choses à suivre, tu as des règles à suivre.
Et nous, notre dîn, en réalité, il nous donne toutes les règles de comment on doit être avec nos familles, comment on doit être dans notre travail, comment on doit être avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos maris, etc., dans notre vie de tous les jours. Et en fait, si on le suivrait comme il se devrait, d'abord, il faudrait apprendre. Et dans ce chemin-là, le bonheur, il peut se trouver que dedans. Et tu sais, on en a vu des choses, et moi, j'ai vécu des choses qui m'ont ramené à un certain état d'esprit où, en réalité, vraiment, et ça, après, c'est des versets que tu ressens. Quand Allah il dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ عَيْشَةً ضَنْكًا » Celui qui s'éloigne de mon rappel, il vivra une vie pleine de gêne. Et Allah bidhikrillah li tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est-à-dire que si tu veux chercher le bonheur dans ce bas monde, tu ne peux le trouver que fi ta'atillah, que dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, dans sa connaissance, ma'rifatihi, tu vois, et dans son suivi du prophète sallam. Et en dehors de ça, t'as beau faire de business. Moi, j'ai fait des gros business, j'ai fait des challenges, enfin, des trucs, c'était vraiment, on a vécu des choses, tabarak ar-Rahman, avec mes équipes, à travers différents pays, etc., machin. Mais jamais tu ressentiras ce que tu ressens quand tu lis ton Coran, quand tu es à la mosquée, quand tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Jamais. Tu trouveras jamais cette douceur-là, cette tranquillité. Parce que là, tu bouges partout. Tu sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans, ils bougent partout, ils font plein de choses. Parce que le corps, il est vide, il faut le remplir. C'est ça, on crée du mouvement à l'extérieur. Voilà. Et ils ne comprennent pas pourquoi c'est toujours vide. Dès qu'ils se retrouvent en dehors de la scène, ils se sentent vides, etc. Parce qu'ils n'ont pas de dîn. Nous, aujourd'hui, on a de dîn, ce qui est le plus important et c'est lequel on doit préserver, etc. Et à côté de ça, le business, toutes ces choses-là, c'est des activités. Alhamdoulilah, c'est des choses que tu peux faire pour pouvoir vivre à Dubaï ou dans un pays musulman. Le business, c'est une cause pour pouvoir prendre soin de sa famille, pouvoir mettre ses enfants dans une bonne école, pouvoir avoir du temps libre pour apprendre, etc. Le business n'est qu'un moyen. Ça, je ne l'avais pas compris comme ça à l'époque. Il fallait que je le vive. Et c'est toi qui nous le dis avec ton histoire, Inch'Allah, que le business est un moyen, quelqu'un qui se donnait à corps perdu dedans. Ouais. Tu vois, ce que tu es en train de dire là, ça m'évoque une réflexion que j'ai ces temps-ci. Je n'avais pas du tout prévu de la partager, mais c'est ça que j'aime bien avec nos échanges, c'est qu'alhamdoulilah, ça nous inspire et l'un et l'autre par rapport à nos parcours et sensibilités respectives. Tu as employé le mot dîn plusieurs fois au cours de cette interview. Et le mot dîn, il suggère l'idée de dette. Nous sommes tous venus ici-bas avec une dette. Envers qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'entrepreneuriat, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une merveilleuse opportunité pour venir effectivement éponger cette dette qu'on a en arrivant ici-bas, parce qu'on doit des choses par rapport à tout ce qu'Allah nous a donné, que ce soit tous les bienfaits qu'il nous a comblés sur le plan physique, cette planète qu'il a mis à disposition des hommes pour l'administrer comme il se doit de l'être. Et de quelle manière est-ce que justement on peut honorer Allah subhanahu wa ta'ala au moyen de l'entrepreneuriat sans jamais se travestir et se trahir, parce que oui, on a une dette vis-à-vis d'Allah, mais on en a aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et dans l'entrepreneuriat, on en parlait tout à l'heure, tous les deux en off, comment est-ce qu'on fait pour arriver à aligner les deux, tu vois? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs se fourvoient. Certains, ils n'arrivent pas à jouer complètement le jeu de l'entrepreneuriat parce que justement, ils ont cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, ils n'arrivent pas à jouer le jeu pleinement. Et ils ont peur de trahir finalement cette dette qu'ils ont vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, il y a ceux qui vont vouloir jouer ce jeu à corps perdu et ils vont se trahir, se travestir. Comment est-ce qu'on va trouver ce juste équilibre en gardant en tête qu'on a cette dette vis-à-vis d'Allah, mais aussi ce droit qu'on a sur nous-mêmes, d'être nous-mêmes et de s'honorer en tant que créature telle qu'on a été créée? Barakallahu fik, la question... Alors, déjà, premièrement, on est musulman. Déjà, on est défini en étant musulman. Ensuite, ça me rappelle un verset où Allah Azza wa Jal dit « Wala in shakartum la azidannakum » Et si vous me remerciez, je vous rajouterai. Et si on regarde bien, Allah Azza wa Jal, il met souvent dans le Coran en opposition le shukr, le remerciement, et le kufr, l'ingratitude. Donc la première chose que l'entrepreneur doit faire, c'est d'abord remercier Allah Azza wa Jal. Et il doit être dans la gratitude complète. Et le remerciement, il y a 3 choses pour remercier Allah Azza wa Jal. Comme ils disent les savants. Bil-lisani, avec la langue, c'est-à-dire en disant alhamdulillah, wa bi-qalb, avec le cœur, c'est-à-dire ressentir alhamdulillah, tout ce que Allah Azza wa Jal, il a fait pour nous, etc. Tout ce qui nous a facilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, alhamdulillah, qui nous a permis de pouvoir vivre dans des pays musulmans, qui nous a permis de faire telle chose, des hajj, des umrah, des sadaqat, etc. Pouvoir apporter notre aide. Et wabil, yani, l'amali, c'est-à-dire avec les membres
en faisant en sorte que ce que tu fais aujourd'hui, eh ben, ça va dans le sens que Allah Azza wa Jalla, il veut. Concrètement, moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, j'avais mes business qui tournent, etc. J'ai lancé, par exemple, Business Reality, ma chaîne, où j'accompagne justement les entrepreneurs à se lancer, etc. Et ben, aujourd'hui, moi, j'accompagne des personnes où je leur donne 100 fois plus que ce qu'ils me donnent. Et moi, ça me fait plaisir. Et pour moi, c'est justement une sorte de remboursement de dette, alhamdoulilah, parce que je pars du principe où chacun, il peut apporter une pierre à l'édifice. Moi, par exemple, il y a Cheikh Abdullah, que j'ai ramené dernièrement sur ma chaîne. Coucou, Cheikh. C'est bizarre, voilà. Coucou, Cheikh. Maïdars, ouais. Tu sais, je fais un peu de pub à Abdullah, Maïdars, Sakina Consulting. Ouais, c'est mon Cheikh, tu vois. Et nous, on nous a appris, notre Cheikh, on est à son service, tu vois. C'est comme ça qu'on nous a appris. Et ben, tu vois, lui, c'est un homme religieux. Lui, son travail, si tu veux, sa mission de vie, c'est d'apprendre la science aux gens, de la transmettre, de la mettre en pratique. Il y a d'autres personnes, ça va être des gens qui ont un super bon comportement. Leur mission de vie, c'est de rayonner autour d'eux ce bon comportement et de rendre heureux les gens. Moi, j'ai cherché ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens, tout simplement. Mais comment ? Quelles compétences j'ai aujourd'hui pour pouvoir aider les gens ? Et ben aujourd'hui, je les aide à travers l'entrepreneuriat, à pouvoir se réaliser, à pouvoir lancer leur business et à pouvoir réaliser l'objectif, bi'ithnillah, par la grâce d'Allah. Voilà, c'est quoi ma mission de vie. Si tu me dis, Mahdi, dans 10 ans, tu te vois où ? Peut-être c'est une question. Vas-y, dis-nous. Dans 10 ans, le business sera terminé pour moi. Moi, le business, c'est un moyen. C'est un moyen. Par contre, business reality, comment j'accompagne, ça, c'est un truc, Inch'Allah, je ferai jusqu'à ma mort. C'est vraiment un truc que je fais jusqu'à ma mort. Même moi, j'accompagne les associations, etc., à titre gracieux, sabila, on appelle ça comme on veut. Tu vois, ça me fait plaisir au fait d'aider la communauté. Magnifique. Et je pars du principe où on doit... En tout cas, moi, j'ai vraiment ce côté communautaire. Ça a toujours été comme ça. C'est vrai qu'on m'en a voulu parfois. Tu vois, parce qu'en France, on est tellement lynché du cerveau par rapport à ça que ils ont un complexe d'infériorité. Tu vois. Ouais. Et quand ils voient un mec comme moi qui vient, qui s'assume et qui assume son islamité, mon Dieu, et ben, tu vois, ça les choque. Et il y en a, ça les frustre même. Jusqu'à un point où il ose, tu vois. Oui, j'ose. Et après, il y a quoi ? Et je suis même fier de l'être. J'avais un garage. Moi, dans le garage, j'avais le Coran, il tournait à fond. Il y en a, il est venu me voir, il m'a dit, un garage où il n'y a pas, tu sais, les posters, etc. Il m'a dit, c'est pas un vrai garage. Je fais, moi, c'est encore un meilleur garage que le tien. Tiens, Coran à fond. Il est où le problème ? Et mon garage, il tournait, il faisait de l'argent. Et c'est ces mêmes gens-là qui venaient, mais il m'a dit, tu peux commander chez moi des pièces, s'il te plaît ? Ils sont comme ça. Parce que ces gens-là, pour l'argent, ils se rabaissent, tu vois. Nous, on a une izza. Il ne faut pas oublier une chose. Chacun a un risque qui est écrit. Et si on met notre souci dans la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il va ramener de dunya comme ça devant toi, en rampant. Un hadith que j'aime énormément. Un rampant. Et si maintenant, et c'est fou, vivez-le s'il vous plaît. Vraiment, je peux vraiment dire, vivez-le. Ça ne veut pas dire lisez-le, vivez-le. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il faut le vivre le truc. Mets ton vrai souci là. Tu vois, tu te poses des questions, ton travail, machin. Dis-toi maintenant, à partir de maintenant, je vais adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Salawat, un peu de Coran, et je vais essayer d'apprendre ma religion, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais mettre de l'argent pour aller faire le hajj, etc. Fais ça, tu vas voir dunya comment il va venir. Et par contre, celui qui ne veut pas faire ça, il aura la pauvreté entre ses deux yeux, comme il dit, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais le qana'a, il ne sera jamais satisfait, et en plus de ça, il aura qu'est-ce qui a été prescrit. Pas plus, pas un centime de plus. Donc tu vois, en réalité, on a tout dans notre dîne. Et c'est vrai que quand on est dans l'entrepreneuriat, faites attention, parce que ça, c'est quelque chose que je dis souvent, on oublie. Quand tu es dans le business, il y a tellement d'adrénaline, c'est kiffant. Hein. T'as vu, franchement. Ah, ça, on voit. De ce côté-là, ça va, on n'a pas à se plaindre. Franchement, la dopamine, c'est ça. Le business, c'est quelque chose, c'est une aventure. C'est comme si tu vas tous les jours faire un tour du monde. C'est excitant, c'est intéressant et forcément, t'oublies. Ah, vas-y, il y a la salade. Vas-y, attends, je continue un peu. Ah, vas-y, je vais à la mosquée. Vas-y, je continue là, je vais la faire dans le bureau. Et tu vois, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, petit à petit, tu t'éloignes après. Jusqu'à un moment donné, limite le Jumu'ah, moi, par exemple, j'avais un bureau. Le Jumu'ah, les hommes, ils avaient interdiction de travailler pendant l'heure du Jumu'ah. Et il y en a, ils voulaient rester. Jusqu'à un jour, il y a un gars, il est venu. Je lui dis, tu fais quoi ? Il vient, il ouvre. Moi, j'allais au Jumu'ah. Je lui dis, tu fais quoi ? Il me dit, je vais avancer sur mon travail. Je fais, qu'est-ce que tu fais ? Va faire le Jumu'ah. Ça a t'es fou, quoi. Il m'a dit, ouais, je fais bien sûr, on va faire le Jumu'ah. Il m'a dit, barakallahu fik et tout. Et cours, on va faire le Jumu'ah, qu'est-ce que tu me racontes ? Et c'est notre rôle, j'ai envie de te dire. Mais c'est en la tant base. que dirigeant de. Tu sais,
moi, je pense qu'il faut avoir un état d'esprit où ce que les gens y pensent, faut en avoir rien à cirer. Non, mais vraiment. Faut vraiment pas avoir le regard des autres, des machins. Ça fait des années, même quand j'étais petit, j'ai jamais compris le. Et nous, chez nous, on a beaucoup ça, tu sais. Ouais, malheureusement, dans notre communauté maghrébine. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin. Moi, j'en ai strictement rien à cirer de ce qu'ils peuvent penser. C'est-à-dire, tu m'aimes bien, t'aimes pas. Une fois, il y a un gars, il est venu, il m'a dit comme ça, j'aime pas Business Reality. On est allé au restaurant. Comme ça, il m'a dit, j'aime pas. Ça me fait rappeler, je sais pas quoi. Je lui dis, là, t'es en train de manger quoi? Ouais, des épinards. Ben, moi, j'aime pas les épinards. Et je lui ai dit, quand j'aime pas, je prends pas. Tout simplement. Aussi facile que ça. Mais oui, mais il faut s'assumer, bon sang. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne s'assument pas. On a des musulmans, des musulmanes qui ne s'assument pas, qui ont peur. Et surtout, on a la communauté du complexe, tu vois. Ils disent, non, mais faut pas faire de bruit. Faut se cacher. Faut dire bonjour. Le mec, je comprends pas, au fait. Tu sais, tu lui dis ça à moi, il me dit bonjour. Oui, mais l'autre, il est arrivé. Oh, moi, tu sais, je peux pas, j'arrive pas. Je comprends pas. Je pars du principe où tu es né libre. Pourquoi tu es rentré dans une case? Maintenant, oui, j'ai pas de possibilité. Tu sais, ce qui est triste dessus, moi, je connais même des personnes qui ont des hauts niveaux, qui ont des hauts diplômes, qui sont dans des grands postes. Et bien, malgré tout ça, ça reste des Arabes dans la boîte. C'est-à-dire que malgré le diplôme, malgré l'argent, etc., le jour où il veut sortir un peu de la ligne, il veut laisser pousser un peu sa barbe, boum, il me dit, ah non, il faut la raser. C'est-à-dire, quand je regarde ça, je fais, subhanallah, tu as fait un bac plus 50, tu t'es fatigué, tu as un tel âge, etc. Et à la fin, tu n'es même pas libre de faire ton dîner. C'est ça, la vie. Et tu as un jeune de 30 ans qui est là, qui a son business, qui peut faire ce qu'il a envie. Oui, et c'est justement là où l'entrepreneuriat intervient. Il faut y aller. Avec l'entrepreneuriat, tu t'achètes surtout la liberté, tu t'achètes des opportunités. Mais Ikram, ils sont faibles, les gens. Tu vois, là, j'essaie de ne pas crier parce que... Il est resté calme aujourd'hui, salut l'éléphant. On est à Dubaï. Et les Indiens derrière, ils vont nous ramener. Ils vont appeler c'est Dubaï Police. Donc, on va essayer de ramener calme ici. Là. Mais là, ici, ce qui est important, c'est qu'il faut être fort. Il faut être très fort. Et il faut être déterminé, comme je le dis souvent. Tu as un objectif, il faut être déterminé. Mais t'attends quoi, bon sang? Ils sont là, ils consomment, ils consomment des podcasts, ils consomment des vidéos, ils consomment je ne sais machin, quel truc. Tu as fait quoi concrètement? Moi, tu crois que j'ai consommé un truc? Moi, je me forme énormément. Mais tout ce que je me forme, je l'utilise, à titre d'exemple. Comme ça, ma femme, quand elle écoutera ça, elle dira « Ah, ok, je sais pourquoi elle regardait Netflix. » Non, tu vois, je regardais une série Netflix, The Suit. Je sais pas si tu vois. Ah, j'aime beaucoup. Harvey Specter. Bien sûr, il est excellent. Voilà. Ouais. Et je regarde cette série-là, je kiffe, beau gosse, avocat, j'aime beaucoup. Louis Litt. Tu vois, c'est une kiffant. Ouais. Et ben, ça m'a donné l'idée de faire un cabinet de conseil. J'ai ouvert un cabinet de conseil avec. Magnifique. Et j'ai repris même les process qu'eux, ils utilisent. Barakallah. Voilà. Et pour moi, c'est rien. Ouais. Un cabinet de conseil, si vous voulez ouvrir une boîte aux États-Unis, passez par moi. Ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs. Donc, tu vois, j'ai pris une série, je fais un business avec. Tout ce que je fais, généralement, je réfléchis, il faut que ça ait une cause. Il faut que ça ait une cause, que ce soit en business, que ce soit même les fréquentations, on doit choisir ses fréquentations, etc. Magnifique. Alors justement, si tu devais nous donner un petit mot de la fin, là, pour clôturer cet épisode qui touche à sa fin, lequel ce serait? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de toi en tant qu'entrepreneur tout-terrain? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre vos objectifs en tant que tel, il faut faire ce qui doit être fait. Quand ça doit être fait et là où ça doit être fait. Voilà. Et maintenant, si vous devez passer par l'entrepreneuriat, faites ce qui doit être fait sur l'entrepreneuriat. Si maintenant, tu as un poste qui te permet de pouvoir atteindre ces objectifs-là, eh ben c'est bien, bravo. L'entrepreneuriat est une histoire de « j'ai pas le choix ». Moi, j'ai pas eu le choix. Donc, je suis venu. Maintenant, si toi, tu as le choix dans ton super poste, si tu penses en tout cas avoir le choix, bah reste dedans. Si maintenant, tu veux passer à la vitesse supérieure et atteindre des vrais objectifs et arrêter de regarder des podcasts pendant 10 ans et ne pas passer à l'action, eh ben, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Et arrête de trop réfléchir. Et franchement, je remercie, alhamdoulilah, des personnes comme Ikram, Tabaraka Rahman, qui font un travail dans la communauté auprès de nos sœurs, etc., principalement. Et tous ceux qui participent, on va dire, dans l'écosystème musulman pour faire monter le niveau et qu'on fasse enfin des vraies boîtes et qu'on ait vraiment de l'impact. Et à la fin, pourquoi pas se retrouver tous dans des petits pays musulmans un peu à gauche, à droite. Oui, à faire des podcasts comme ça entre nous, passer des bons moments. Dubaï, Émirats ou Maroc ou je ne sais où, etc. Bah oui, regarde, la France, c'est bien la France. Attention, elle nous a apporté beaucoup de choses. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es aligné avec elle? Je ne pense pas. Donc, à un moment donné, il faut savoir lâcher le truc, tu vois. Comme un bébé, il le lâche, le truc. Et après, tu passes à autre chose. Donc, aie le courage de le faire. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, dis alhamdoulilah, parce qu'il y a des gens comme Ikram, comme moi, qui peuvent t'accompagner dedans, en fait.
Nous, on est là pour vous accompagner. Nous, il n'y avait personne qui nous accompagnait. Ah, il fallait se faire tout seul. Voilà. Donc maintenant, à un moment donné, la chose que je dirais, c'est passe à l'action. Et sinon, arrête de te plaindre. Merci pour ce dernier mot. J'espère qu'il vous aura motivé, inspiré. En tout cas, moi, j'ai passé un très, très bon moment. Je suis obligée de te remercier. Barakallahu, Et c'est moi. c'est la 3e fois qu'on partage un moment ensemble. Et je pense qu'encore une fois, on va créer beaucoup de réactions. Donc, qu'Allah fasse que ça fasse bouger les choses. C'est surtout ça notre intention. Pour ma part, on va se dire au revoir ici et Inch'Allah, je pense qu'on aura d'autres occasions de partager d'autres choses, surtout que maintenant, on n'est pas très loin l'un de l'autre, donc je pense qu'on va s'organiser des choses. Inch'Allah, restez connectés. Mettez en commentaire si vous voulez. Hein. Ouais, et surtout, je vous laisse ses coordonnées. Vous pourrez retrouver Média assez facilement. Je l'ai encouragé, là, je l'ai mis sur le coup du podcast. Je lui ai dit, vas-y, envoie, t'as vraiment de la motivation à envoyer. Donc, il en a à revendre, machallah. Je suis sur le coup, Inch'Allah, il va nous sortir ça. On va essayer, bon, Inch'Allah. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un épisode où on va se parler de l'importance de se construire un réseau. Vous le savez, Mahdi le confirmera, il n'y a rien de plus important quand on démarre notamment. Et donc, je vous laisse ici. Je vous invite à noter l'épisode, le commenter, me dire si vous l'avez apprécié, ce que vous avez pensé de Mahdi, si vous êtes d'autres entrepreneurs que vous aimeriez que je reçoive, peut-être même bien ici même à Dubaï. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.